L'interview. Nous recevons aujourd'hui Anthony Bauchet, coordinateur au service prévention du Tianti à Annecy. Bonjour Anthony Bauchet. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très vaste. Hors antenne, on s'en est rendu compte, on pourrait en parler pendant des heures. Le problème des addictions et des dépendances. Voilà, exactement. Alors votre travail consiste en quoi ? Alors, moi, je m'occupe donc du service prévention au Tianti et mon travail est au niveau du champ des addictions est essentiellement d'aller à la rencontre du public sur les sites à risque. Donc nous, on intervient sur 3 sites distincts. Les milieux festifs, puisque là, en termes de consommation, on est vraiment en plein cœur de la chose. Tout ce qui est attrait aussi au milieu du sexe et notamment au milieu du sexe festif aussi, puisque là, il y a 2 addictions qui peuvent s'enchevêtrer, les addictions au sexe et les addictions aux produits. Et puis, les milieux saisonniers, donc sur les 4 massifs de la Haute-Savoie, on mène des actions de santé. Là aussi, on a des problématiques, notamment avec des employeurs qui pointent du doigt les problématiques d'alcool de leurs salariés, notamment. Milieu saisonnier, donc plus autour de tout ce qui est l'hôtellerie, tout ça ? L'hôtellerie, la restauration, les remontées mécaniques, ça touche vraiment plusieurs corps de métier. Alors donc un domaine très vaste, comme on le disait, et pour vous aussi un travail varié, diversifié. Alors prenons les choses une par une, si on peut, par le commencement en tout cas. Les addictions. Quelles sont-elles pour vous ? Alors, les addictions, déjà, c'est un champ vaste qu'on est passé du terme de dépendance au terme d'addiction. Oui, quelle est la différence ? Voilà, donc il n'y a pas réellement de différence, si ce n'est qu'on a encore élargi le champ qui était déjà vaste à la base. Au niveau des dépendances, on va plutôt parler des produits, des drogues, en fait, mais ça peut être des drogues licites ou illicites. Je vais tout de suite enlever les barrières. Donc, ça va toucher la consommation de produits, que ce soit l'alcool, le tabac, les médicaments psychotropes ou les stupéfiants. Voilà, on va les appeler comme ça, les drogues illicites. Et la dépendance, en fait, elle est qualifiée comme le fait d'avoir une vie, en fait, qui ne tourne qu'autour de cette problématique-là. Donc, on ne vit que pour son produit, on ne recherche que le produit. On est vraiment un petit peu, entre guillemets, esclave du produit. Au niveau des addictions, on a élargi ce champ-là, en fait, aux pratiques compulsives. Ça veut dire, en fait, on a découvert qu'au niveau des addictions, ça fonctionnait au niveau du cerveau. On va stimuler, en fait, le circuit du plaisir. Mais lorsque le plaisir devient un déplaisir, on tombe dans le champ des addictions. Et donc, une consommation, elle peut procurer du plaisir, mais elle peut aussi procurer du déplaisir. Et une pratique, c'est la même chose. Par exemple, les jeux d'argent ou les jeux vidéo peuvent provoquer du plaisir, mais aussi du déplaisir. C'est exactement le même mécanisme qui est stimulé dans le cerveau. Et on parle en fait d'addiction à partir du moment où une consommation ou une pratique pose une problématique. Merci, parce que là, ça nous a permis de voir un peu les choses de façon plus claire. Effectivement, la prévention, c'est primordial. La prévention, c'est assez important puisqu'on est en amont, en fait, des problématiques, sachant que la prévention, elle a aussi un champ large. Elle se distingue, en fait, en 2 branches. La première, c'est la prévention qu'on pourrait qualifier d'éducation à la santé. On vise plutôt le tout public avec une volonté d'informer sur qu'est-ce qu'une drogue, qu'est-ce que ça fait. On va beaucoup toucher, par exemple, les parents par cet intermédiaire-là. Le milieu scolaire aussi va être énormément touché. On est vraiment sur ce qu'on appelle l'intervention précoce, c'est-à-dire agir en amont avant que les choses ne surviennent. Mais il y a un deuxième volet qui s'est développé dans les années 80, notamment au temps des années SIDA, par rapport aux injecteurs dans un premier temps, donc les gens qui shootent, qui s'injectent. L'objectif étant de se dire que ces personnes-là n'arrivaient pas à arrêter leur consommation et qu'il fallait qu'on réduise les problématiques, notamment de SIDA, par rapport à ces injecteurs qui se prêtaient leurs seringues et qui se contaminaient entre eux. La réduction des risques, elle va viser un public spécifique et elle va pas être dans une optique première d'arrêt des consommations, mais plutôt de comment est-ce que je peux faire pour que lorsque tu consommes, tu réduises au maximum les risques, quels qu'ils soient. Les éthylotests, par exemple, rentrent dans cette logique-là. L'objectif, c'est tu peux boire, mais si tu bois, est-ce qu'à un moment donné, tu es apte à conduire ? Oui, prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Ça a été la même chose, en fait, avec le sida sur les préservatifs. C'est exactement la même chose. À partir du moment où on est sur un outil qui est pratique, on rentre dans la réduction des risques. La prévention, pour nous, au Tianti, en tout cas, elle se résume majoritairement à l'information, à l'échange avec le grand public. La réduction des risques, c'est un outil bien spécifique qui vise quelque chose de très particulier sur une pratique de drogue ou d'alcool ou autre. Est-ce que vous avez constaté pendant cette période de crise que nous vivons, crise financière générale, beaucoup de chômage, une augmentation des dépendances et des personnes qui vous contactent ? Effectivement, à partir du moment où on est plutôt dans une logique de crise, on est plutôt dans une volonté d'évincement en fait de crise et de ne plus voir, d'oublier un petit peu les choses.
Mais en même temps, on est aussi dans une problématique de moyens. Donc voilà, les gens ont moins d'argent. Donc quelque part, ils vont peut-être moins consommer, mais lorsque ces consommations vont avoir lieu, elles vont être plus intensives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on parle au niveau des jeunes, on en parle beaucoup, c'est du binge drinking, cette fameuse consommation d'alcool dans un très court laps de temps qui va amener en fait une logique de défonce vraiment très rapide avec des gens qui, en fin de soirée, par exemple, vont avoir du mal à gérer cette consommation-là. Donc effectivement, en période de crise, on est plutôt sur une pratique de produits en fait intense, mais sur des courts laps de temps. Réduction des risques, là aussi, vous m'avez parlé d'un public plus ciblé. C'est cela, oui. Alors ce public ciblé, comment vous le repérez ? Alors pour le repérer, c'est pas compliqué. Dans les milieux festifs où on intervient, on a des gens qui viennent nous voir en fait au stand qu'on va tenir. Et parmi ce public-là, ils vont commencer en fait à nous raconter leurs problématiques liées aux consommations. Donc c'est vraiment le travail de la prévention, c'est de repérer les problématiques sur site, puisqu'on revoit un petit peu un effet miroir, on est présent, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. Et en fait, ces personnes vont nous raconter plusieurs choses. Soit elles vont nous raconter des choses qui se sont mal passées dues à des consommations de produits. Par exemple, ce qu'on appelle dans le jargon un bad trip. Donc, c'est un mauvais délire, quelqu'un qui a pris un produit et qui était très mal qui était très mal derrière. Notre objectif dans une soirée, ça va être d'essayer de rassurer cette personne-là parce que la consommation de produits, elle est pas neutre. Elle peut amener aussi des conséquences au niveau psychiatrique. On a déjà eu des problématiques comme ça. Donc, on va essayer de rassurer la personne et essayer de la remettre dans le chemin de la fête si c'est possible. Mais il y a des gens, par exemple, lorsqu'ils vont venir nous voir, qui vont nous parler, vont nous raconter en fait un risque que nous on identifie. Je prends un exemple, les gens qui sniffent par exemple de la cocaïne ou quelque autre poudre ont tendance à partager leur paille. Et ça, c'est des choses dont on ne parlait pas, parce qu'avant on parlait beaucoup des injecteurs, mais l'échange de paille, aussi. Voilà, l'échange de paille c'est nouveau, parce qu'en fait avant, si je prends l'exemple de la cocaïne, c'était plutôt une drogue individuelle. Les gens la prenaient cachée dans leur coin. Ouais. Aujourd'hui, c'est une pratique collective. On consomme de la cocaïne comme on consomme du cannabis, par exemple. Dans un cadre spécifique. Dans un cadre festif, récréatif. Sauf que lors de l'échange de paille, il y a des risques notamment de contamination d'hépatite C et de VIH, un peu moindre, mais plus d'hépatite C. Et on remarque en fait en discutant avec les gens que lorsqu'on leur stipule en fait cet argument, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas en fait ce risque de contamination. Donc nous, on a mis en place un nouvel objet qu'on appelle le roule-ta-paille, qui porte bien son nom. Mais le roule-ta-paille, c'est un bloc en fait. On est toujours dans cette logique de réduction des risques, de dire, si tu consommes, déjà essaye d'avoir ton propre bloc de paille et surtout ne le partage pas. Voilà une logique de réduction des risques et voilà comment on repère. En fait, c'est dans les échanges ou dans des choses qui nous sont dites qui font écho à un risque qui n'est pas conscientisé. Ça nous permet d'arriver justement, par rapport à ce que vous me dites là, à votre regard sur la légalisation ou la dépénalisation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet ? Alors, en termes de dépénalisation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est déjà un petit peu dans la dépénalisation. C'est vrai que les usagers sont un peu moins pénalisés que par rapport aux trafiquants ou aux dealers. Mais on reste quand même dans une interdiction, en fait, qui fait que les usagers, sont quand même une cible et on va dire sont la cible la plus facile parce que la plus visible. Donc, en termes de dépénalisation, c'est quelque chose qui est primordial, en fait, pour nous, parce que tant qu'on ne peut pas dépénaliser ou parler librement de produits, on est dans une difficulté, en fait, de pouvoir identifier les problématiques d'addiction. D'un autre côté, la légalisation, c'est un autre modèle. C'est un peu plus le modèle des Pays-Bas, avec une volonté en fait de commercialiser finalement les drogues. Donc là, on arrive sur une logique économique de prime abord, mais on se rend compte aussi que cette logique économique peut avoir une logique sanitaire, au sens où on sait quel type de produits sont consommés puisqu'ils sont produits commercialement parlant, avec une norme, une certaine logique. La légalisation pose quand même un problème à mon sens, c'est un problème en fait de repère, c'est-à-dire que enlever un interdit, quel va être le nouveau repère en fait par rapport à tout ça, puisqu'il n'y aura plus de loi interdisant tel ou tel produit. Vaste sujet, effectivement. Merci beaucoup Anthony Bochet. Je rappelle que vous êtes coordinateur du service prévention au Tianti à Annecy. Peut-être un site pour retrouver tout cela. Alors il y a 2 sites que je vais vous citer. Le premier, c'est le site d'Opelia dont fait partie le Tianti, c'est l'association nationale, c'est www.opelia avec 2p.fr. Et puis le site que le service prévention anime, qui est un webzine, donc un magazine sur la santé sur internet, qui s'appelle Prévaction, c'est www.prévaction.org. Merci beaucoup. Merci à vous.